Tu sais, Bruce Wayne, plutôt que la violence face à la délinquance, il ferait peut-être mieux d'essayer d'employer ta force et ta fortune pour amener plus d'égalité et plus d'éducation dans la société. Je pense que... Bonjour et bienvenue dans Soka, l'émission qui parle de livres, qui parle de sciences humaines. Pour ce 7e épisode, on va s'intéresser à deux sociologues français. J'ai nommé Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Les livres de ces deux auteurs s'intéressent principalement aux classes dominantes et plus particulièrement à la façon qu'ont ces classes dominantes d'imposer leurs stratégies et d'ancrer ces stratégies à la fois dans leur philosophie et dans leur pratique. Dans cet épisode, on va principalement s'intéresser au livre La violence des riches, publié en 2014. C'est un livre assez dense avec pas mal de concepts. Donc on va essayer d'y aller doucement et ça commence maintenant. Donc à l'évidence, la violence, ça ne se limite pas aux gifles et aux pince-tétons. Ça va même plus loin que tout ce qui est crachat et insultes. Ici, la violence, c'est conçu comme une dynamique qui permet aux dominants d'imposer leur volonté aux dominés. Selon le dictionnaire, et j'aime bien partir des définitions du dictionnaire, la violence est considérée comme un abus de force. Et en fait, c'est bien cela dont il s'agit. C'est-à-dire que les dominants vont enfermer les dominés dans une espèce de fragilité qui va les empêcher de contester l'ordre établi. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ? Selon les auteurs, c'est cette dynamique et c'est cette violence qui va empêcher par exemple certains ouvriers de faire grève ou de contester de peur de ce qu'on les prenne pour des terroristes ou des preneurs d'otages. Et c'est aussi cette violence qui va faire qu'un patron peut être payé 100 fois plus, voire même plus que ses ouvriers. C'est cette dynamique et ces stratégies qui vont finalement faire que le plus pauvre va se rendre coupable des dysfonctionnements du système dans lequel nous évoluons tous aujourd'hui. Avant de préciser, j'aimerais préciser quelque chose que je pensais mettre qu'en fin de vidéo. C'est-à-dire que ici, quand on parle de riches, on parle bien des grandes richesses. On parle de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, non pas de la petite bourgeoisie ou de la classe moyenne supérieure. C'est important de le préciser maintenant parce que ça va permettre de mieux cerner de quel sujet on parle et de quel fonctionnement de classe on parle. Je pensais le mettre qu'à la fin, mais je pense que c'est important de le préciser en début. Je le repréciserai quand même à la fin dans les critiques qu'on peut éventuellement adresser au livre. La seconde est qu'il ne s'agit pas ici d'une théorie du complot. Il ne s'agit pas de dire voilà ce que les grands et les puissants manipulent derrière notre dos. Il s'agit bien d'effets de système, et notamment c'est ce qu'on va appeler la conscience de classe, qui vont permettre à certains de développer des stratégies internalisées qui vont reproduire ces inégalités et qui vont reproduire ces effets de domination. Au travers des travaux des deux auteurs, c'est bien ce constat-là qui est remis en question, et on va essayer de voir justement de quelle façon il est remis en question, et éventuellement les critiques qu'on peut apporter également à ce livre. Donc comme d'hab, on va faire un petit détour bibliographique afin de préciser qui sont les auteurs avant de s'intéresser à leur concept. Donc Monique Pinson-Charlot est issue de la moyenne bourgeoisie de province puisqu'elle est fille d'un ancien procureur de Lozère. Michel Pinson, quant à lui, est issu d'une famille ouvrière des Ardennes. Ils se rencontrent tous deux à l'université et ils se marient en 1967. Ils vont faire un service national en collaboration au Maroc, puis ils vont terminer leur formation de sociologue à l'Université libre de Vincennes. Donc à partir de là, ils vont commencer leur travail de recherche avec, pour lui, un focus qui va être porté sur le monde ouvrier, et pour elle, elle va s'intéresser à la thématique de la ségrégation urbaine. Donc la ségrégation urbaine, c'est quoi ? C'est la façon dont sont réparties au sein d'une ville les différentes classes sociales et les différentes interactions qu'ils ont au sein de ce cadre urbain. Donc ensuite, ils vont commencer à travailler en collaboration avec d'abord un intérêt porté au monde ouvrier et à toutes les mutations industrielles, et ensuite ils vont évoluer vers l'étude des normes bourgeoises et nobles. Ces études les mèneront notamment à écrire Sociologie de la bourgeoisie ou les ghettos du Gotha, qui sont des études sur le clivage de représentation qui existe entre les plus riches et le reste de la population. Ce clivage qui est le moteur de ce livre, qui se revendique comme la chronique d'une immense casse sociale. Donc ce livre, comme je l'ai dit, il est relativement dense, donc on va essayer un petit peu de le diviser en trois parties qui représentent trois formes de violence.
Donc la violence qui est dictée par la justice, la violence qui est dictée par le discours économique et la violence qui est dictée par l'urbanisme des villes. Donc on va essayer de scinder ça en 3 parties, histoire qu'on puisse avoir une bonne approche des concepts qui sont exploités dans ce livre. Il revient à la charge et la situation dégénère. La première forme de violence est donc liée à l'appareil juridique et à son discours. Selon les auteurs, dans nos représentations sociales, tout ce qui est criminalité, fraude et escroquerie, on va plutôt l'attribuer aux classes sociales les plus défavorisées. Ces fraudes des classes populaires, évidemment, elles existent, et notamment la fraude aux allocations familiales, c'est une fraude qui existe. Seulement, elle est à relativiser puisqu'elle représente aujourd'hui 1% de l'ensemble des 20 milliards d'euros de fraude ayant cours chaque année en France. Sachant que, dans le même temps, 80% de ces fraudes sont liées aux cotisations patronales. Seulement, évidemment, le fait de se focaliser, de se concentrer sur les fraudes qui sont effectuées par les plus précaires, c'est une façon pour les dominants, effectivement, de pointer ces classes populaires comme étant des assoiffés d'assistanat et éventuellement des criminels en puissance. Aussi, on assiste aujourd'hui en France chaque année à 4 milliards d'euros d'aide aux plus précaires qui ne sont pas réclamés, à la fois de par éventuellement le manque d'informations, la complexité des démarches, mais éventuellement aussi la timidité des ayants droit qui justement, avec ce sentiment de culpabilité, ne réclament pas ces aides auxquelles normalement ils ont accès. Donc ce processus d'accusation et de culpabilisation des classes sociales les plus précaires, elle va également amener d'autres mécanismes comme des mécanismes de délation au sein même des classes populaires, mais également la volonté de chercher des boucs émissaires, et on le sait, dans nos sociétés, le bouc émissaire, c'est fréquemment l'étranger. Dans le même temps, on assiste à un relatif sentiment d'impunité des classes sociales les plus dominantes face à des fraudes autrement plus gravissimes. Quand vous dites par exemple que la plupart des riches ne payent pas d'impôts, est-ce que c'est vrai ? Écoutez, on a sorti un livre l'année dernière aux éditions La Découverte, Tentative d'évasion fiscale, où là, on prouve, mais on n'est pas les seuls, on est nombreux à travailler sur le problème de la fraude fiscale. Il y a quand même plus de déficit. Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins 70 milliards d'euros, voire 80 milliards, voire beaucoup plus. Selon les auteurs, ce sont des pratiques anciennes et massives qui émanent à la fois d'un laxisme collectif et individuel. Laxisme collectif car les classes dominantes estiment que leur parcours ne doivent connaître ni contraintes ni obstacles, et laxisme individuel car ils estiment que le déni et le cynisme face aux règles font partie des fonctionnements logiques et légitimes des classes dominantes. Bien apprécié quand il a dit qu'il était propriétaire de la France. Alors je me suis dit, nous on est locataire, donc on va lui devoir un loyer. Ça va complètement dans notre sens. Les grands bourgeois dans les beaux espaces qui se vivent comme les gardiens du patrimoine, c'est super. Ce sentiment d'impunité, il est clairement appuyé par des mesures législatives. Aussi, les auteurs montrent qu'il y a eu une vraie mise en faiblesse des tribunaux financiers, sous l'impact notamment de la présidence Sarkozy. Ça a continué sous la présidence Hollande et c'est encore aujourd'hui réaffirmé par la politique d'Emmanuel Macron. Cependant, la problématique médiatique de cette violence et de cette criminalité, c'est qu'elle n'est pas très visible. C'est-à-dire que ce n'est pas une criminalité qui empêche de se balader dans des ruelles sombres le soir. Mais dans le même temps, on assiste à une diabolisation de la délinquance et également une criminalisation des contestations sociales. Selon les Pinson Charlot, face à ces problématiques-là, il y a une espèce de renoncement à comprendre. La première, c'est qu'on a peur de remettre en question ses préjugés sur le social. Et la seconde, c'est que ce sont des problématiques qui sont autrement plus complexes et que face à l'irrémédiabilité et la complexité de ces thématiques-là, eh bien, finalement, on abandonne un petit peu face à ces problématiques. Here we go, Seth. La seconde partie, c'est donc la violence du discours économique. Donc, les auteurs réaffirment qu'en soi, dans le fonctionnement néolibéral, il n'existe pas d'autre objectif que le profit. Cependant, il est entendu que pour les élites, ce but et cet objectif ne doit pas être présenté comme seul et unique objectif de leur classe sociale. Paul Nizan, dont on a déjà parlé dans cette émission et qui je trouve est un auteur absolument génial, je peux que vous conseiller 1000 fois de lire son livre Les chiens de garde, est cité dans ce livre par Monique Pinson Charlot. La bourgeoisie travaille pour elle seule, exploite pour elle seule, massacre pour elle seule. Mais elle doit faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite et qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Mais elle doit faire croire qu'elle est juste
et elle-même doit le croire. En cela, la richesse ne doit pas se présenter comme une conséquence unique de l'argent. Elle doit également du coup embarquer tout un tas de discours, notamment autour de l'art, de la musique ou de la culture en général. Au-delà de ce constat, les classes dominantes elles ont souhaité se perpétuer dans le temps, et donc on va citer à la création de dynasties. Sur le botamondain, puisque nous on travaille beaucoup avec le botamondain, vous êtes Olivier de Rohan. Je suis Olivier de Rohan-Chabot et je porte le titre familial de vicomte de Rohan, qui est le fils c'est le deuxième fils du duc. D'accord. Donc comme c'est le plus vieux titre de la famille, ça remonte quand même au XIe siècle. Nous y tenons. Donc cette reproduction de classe et cette reproduction sociale, elle est généralement absente du discours médiatique, en pointant pour justement les nouveaux dirigeants de grandes entreprises plutôt des notions de mérite ou de compétence. En somme, on a la croyance effectivement qu'aujourd'hui les grands patrons d'entreprises sont là parce que ce sont des génies de la finance, ce sont des gens qui ont beaucoup de mérite, qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup travaillé. Alors qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les grands patrons d'entreprise sont pour la plupart, avant tout, des héritiers des grandes familles. Donc on crée un mythe de l'égalité des chances, là où il n'y a finalement qu'inégalité. Le problème, c'est que le discours sur l'égalité des chances, c'est un discours qui est très très bien foutu pour justifier les inégalités. C'est-à-dire qu'on va estimer que toutes les personnes qui sont à des postes très élevés et à responsabilité sont là parce qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Alors, certains, effectivement, ont beaucoup travaillé. On peut remettre en question un peu la notion de mérite, mais en tout cas, certains ont beaucoup travaillé. Et tous ceux qui sont effectivement soit au chômage, soit dans des emplois peu qualifiés, c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé et qu'ils n'ont pas eu assez de mérite. Toutes les enquêtes sociologiques qu'on peut lire sur ces sujets-là prouvent que c'est bien faux. Seulement aujourd'hui, les classes dominantes ont besoin de ce discours sur l'égalité des chances, sur le mérite, pour perpétuer et pour légitimer un système qui est hautement inégalitaire. Can you dig it? Can you dig it? Donc on va s'intéresser à une troisième forme de violence qui est la violence des villes. Ce qui est impliqué ici, c'est que cette violence des classes dominantes, elle n'est pas seulement intériorisée, mais qu'elle s'exprime également à travers l'urbanisme. Ainsi, ce que vont dire les Pinson-Charlot, c'est que selon l'endroit dans lequel on habite dans une ville, on va expérimenter les privilèges ou les contraintes qui sont propres à notre classe sociale. En cela, on va dire que l'espace est un éducateur discret mais efficace. Cette ségrégation spatiale, elle s'exprime aussi à travers un relatif inconfort pour chacune des classes sociales de se trouver dans l'espace de l'autre. Ainsi, un individu qui fait partie des classes dominantes va pouvoir ressentir un relatif sentiment d'insécurité lorsqu'il va se retrouver dans un quartier dit populaire. Pareil, un individu qui fait partie d'une classe populaire va pouvoir se sentir exclu, pas à sa place, quand il va se retrouver dans un quartier dit bourgeois. Ainsi, ce que ça dit, c'est que toutes les habitations, les institutions et les commerces qui se trouvent à un endroit donné sont autant d'indicateurs de pratiques bien spécifiques à chacune des classes sociales. Ce clivage spatial, il est aujourd'hui appuyé par des phénomènes qu'on appelle boboisation ou peut-être plus facilement gentrification, qui sont des phénomènes de rachat et d'investissement par des classes aisées, de bâtiments au sein de quartiers populaires ou alors de rachat d'anciens ateliers ouvriers. Ces nouveaux mécanismes, donc, ils ont pour effet à la fois de repousser les classes populaires aux périphéries des villes, mais également d'effacer un certain passif ouvrier des centres urbains au profit des nouvelles logiques de consommation. Donc cette ségrégation spatiale, elle a pour objectif fondamental de préserver un espèce de statu quo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne mélange pas les différents individus qui font partie des différentes classes sociales, eh ben, on ne remet pas en cause les privilèges ou les contraintes de chacun, et ainsi les classes dominantes peuvent continuer à perpétuer leur domination sur les classes populaires. La première critique que j'aurais à faire à ce livre, c'est qu'en fait, il présente le riche comme le principal bouc émissaire de toutes les problématiques du social, sans vraiment définir ce qu'est un riche. Alors évidemment, eux, avec toute leur carrière de sociologue, ils ont très bonne idée de ce qu'est un riche et de ce qu'ils se conçoivent comme étant un riche. Le problème, c'est qu'ils ne le précisent pas réellement au sein de leur livre. Un riche, pour eux, c'est
un individu qui fait partie de l'élite. Alors de l'élite, c'est-à-dire des grandes richesses de ce pays, des grandes classes dominantes, de la grande noblesse, de la grande bourgeoisie. C'est ça qui est entendu par les riches. Et c'est important de le préciser et d'avoir ça en tête quand on attaque la lecture de ce livre. Autrement, on a vite fait, à mon avis, de se tromper sur ce qui est dit par les Pinson Charlot dans cet ouvrage. La seconde critique que j'aurais adossée à ce livre, c'est cette vision relativement binaire du social. C'est-à-dire que d'un côté, on a les ultra-riches et de l'autre côté, on a le reste. Et cette vision-ci, d'un point de vue partisan, elle s'entend assez bien et elle est peut-être nécessaire au propos du livre. Je pense qu'elle oublie de fait pas mal de subtilités du social qui sont nécessaires à une meilleure compréhension de pourquoi certains défendent le statu quo, pourquoi d'autres ne le défendent pas, pourquoi, voilà. Toutes ces thématiques-là, à mon avis, sont un peu absentes du livre, et pour quelqu'un qui souhaite découvrir un petit peu toute cette thématique de affrontement des classes sociales, de privilèges, de conscience de classe, c'est sûrement une brique qui manque dans cet ouvrage. La dernière critique, et je crois que c'est la critique principale qu'on a adressée à ce livre, c'est qu'ils utilisent des outils sociologiques pour exprimer une idée à des fins militantes. C'est la critique principale qui est adressée au livre et je pense qu'elle a le droit d'exister, cette critique. Si vous avez vu mon épisode sur l'expérience de Stanford, on va ici faire un lien avec les conclusions qu'on avait tirées. Dans cet épisode, on avait dit, est-ce qu'on peut manipuler la science pour exposer une idée ? On avait dit que non, parce que même si cette idée était légitime, ça déclassait la science en tant qu'outil intellectuel et c'était même dangereux parce que ça remettait en cause d'autres conclusions et d'autres affirmations scientifiques et ça créait finalement un espèce de relativisme face aux conclusions de la science. Là, à mon avis, la question se pose de façon un peu différente. On va plutôt poser la question, est-ce qu'on peut utiliser une conclusion scientifique pour exposer une idée ? Là, je serais plutôt tenté de dire oui, et même que c'est inévitable. C'est-à-dire que les Pinson Charlot vont utiliser des outils sociologiques rigoureux. Ce sont des sociologues reconnus, ils vont utiliser les statistiques, les entretiens, les observations pour former des éléments factuels sur le social. Après, ils vont utiliser leur expérience et leur subjectivité pour élaborer des conclusions sur le social avec leur outil sociologique. On peut alors critiquer leurs conclusions, mais critiquer leur méthode sociologique et critiquer les faits qui font apparaître, ce serait un peu plus présomptueux. Et je pense même que la subjectivité de l'interprétation d'un fait, c'est une condition nécessaire à la création d'une idée en sociologie. Comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans deux petites recommandations. La première, c'est le documentaire Les Ghettos du Gotha, qui est justement un peu une mise en mouvement des livres qui ont été écrits par les Pinson Charlot. C'est un super film qui est réalisé par Jean-Christophe Roset. Et donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous taper éventuellement les bouquins de Monique Pinson Charlot et de Michel Pinson, ce que je vous conseille quand même, c'est une bonne façon d'avoir une petite idée de ce qu'ils avancent dans leurs écrits. La seconde recommandation que je vous fais, c'est la conférence L'approche sociologique des inégalités par François Dubet. Pour moi, cette conférence est une belle porte d'entrée vers une meilleure compréhension des inégalités sociales et de la façon dont elles s'expriment dans les différentes strates de la société. Et donc, comme cette vidéo est très longue et que c'est très bien comme ça, je vais en profiter pour mettre en avant deux amis. Le premier, c'est Alexandre Bonfils qui a créé un blog qui s'appelle Mieux penser, qui est un blog qui écrit des articles hyper intéressants sur ce qu'il appelle l'intelligence émotionnelle et donc un petit peu aussi une façon d'avoir une meilleure vision sur tous les biais qui peuvent habiter notre pensée et nos modes de réflexion. La seconde est Parveen Dinari, qui en plus d'être une personne très sympa, est une superbe artiste et vous êtes en train de l'écouter en ce moment. Donc je vais mettre le lien vers sa page artiste dans la description. Car cette vidéo doit bien se terminer un jour, je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez, et on se dit à la prochaine. Salut! Siempre veía a los contentos y más que nada a los enamorados. Jamás pensé que algún día me harías uno de ellos.